Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du Dustry. Au sommaire notamment le nouveau projet de port intercommunal de Tannay et My, le crédit d'études accepté pour la nouvelle déchetterie de Gland et une escape room dans les prisons du château de Nyon. Les municipalités de Tannay et My présentent cette semaine à leur population le nouveau concept d'aménagement des rives du lac, un concept qui englobe le projet d'agrandissement du port du Tory et qui sera soumis à un vote communal consultatif le 10 juin prochain. Florian Cavalleri a assisté à la première des 2 séances de ces présentations. Lundi, c'était à Tannay. Ce que nous avons conçu, c'est un concept d'aménagement de nos rives publiques en 3 étapes. La première étape, ça sera de réhabiliter plusieurs éléments de bâtiments et d'aménagements qui sont à terre. La deuxième étape, c'est de refaire le chantier naval Sartorio, de relancer dans ce chantier naval un concept aussi un peu de pôle nautique, donc d'élargir un petit peu plus que simplement un chantier naval. Et puis la deuxième étape concerne aussi la renaturation du Nant du Tory, donc mettre à ciel ouvert l'embouchure de ce Nant. Et puis la troisième étape, qui fait l'objet de la votation du 10 juin, c'est l'aménagement et l'agrandissement du port actuel du Tory par un port qui accueillerait 125 places de bateaux, donc des bateaux à voile, des bateaux à moteur. Ça ferait environ une quarantaine de places, 50 places de plus que ce qu'il y a actuellement entre le port actuel et puis les places qui sont au large sur bouée. C'est un concept à la fois terrestre et lacustre. On travaille sur des aménagements terrestres pour l'ensemble de la population et lacustres pour les navigateurs, c'est clair, et que ces aménagements sont tous adaptés à la grandeur du site. Le projet pour le moment est de viser à un montant, mais qui n'est certainement pas définitif. Il est à 6,8 millions selon les estimations actuelles, mais évidemment le projet final risque d'être différent. Par rapport à ce prix, on ajoute les charges, les taux d'intérêt s'il faut emprunter de l'argent, un fonds de rénovation aussi pour s'assurer que le port pourra être maintenu en bon état pendant toute sa durée de vie. Et donc le coût total se monte grosso modo à 13 millions qui doit être financé par les locataires des 125 places du port. Les 13 millions de francs, donc c'est bien pour le port seulement. Les autres éléments de coûts sont moins bien déterminés, mais la renaturation du Tory, par exemple, on n'a pas des prix définitifs, mais ça, c'est une chose qui va être grandement financée par les subventions du canton. Je suis très heureux, en tout cas, de constater que les gens qui ont été là ce soir ont accueilli favorablement ce concept. J'aimerais dire aussi que nous l'avons voulu résolument intercommunal. On le doit suite aux explications qui ont été données à l'initiative d'un certain nombre de citoyens repris par un COPIL composé de 4 municipaux, 2 à My et 2 à Tannay. Et je crois que le concept qui est aujourd'hui proposé est un équilibre intelligent entre les différentes activités que doit accueillir ce littoral. Je crois qu'il faut être enthousiaste, mais en tout cas j'aimerais exprimer que nos municipalités espèrent sincèrement que ce projet recevra l'accueil favorable des 2 populations de My et de Tannay, et puis qu'on pourra aller de l'avant dans ce projet. Le 10 juin prochain, il va y avoir une votation consultative. Toute la partie terrestre, c'est de la routine, il n'y a pas de souci, pas de polémique. Mais le port, si, il peut y avoir une polémique. Donc on voulait demander, on va demander à la population de dire oui, ce concept nous plaît ou non, on ne veut pas ça. Alors, est-ce qu'on arrivera à le faire avant la fin de la législature? Je ne sais pas. Je pense que, oui, peut-être fin 2020 ou 2021, on pourrait voir ça. Mais il y a toutes les autres étapes qui vont avancer entre-temps. L'association Rives Publiques qui lutte pour rendre les rives du lac accessibles s'en prend au port privé d'Ernesto Bertarelli. 2 ports à cheval entre Cran-Près-Séligny et Nyon. Elle conteste la nouvelle concession octroyée par l'État. Florian Cavalleri, Andrea Braslopo. La famille Bertarelli a demandé, ou la Tatiana et ça, ont demandé un renouvellement de concession d'eau pour les 2 ports qui se trouvent sur ces 2 parcelles, renouvellement de 30 ans, et Rives Publiques conteste ces renouvellements
parce que ces propriétés ont depuis 1921 une servitude de passage public à pied qui est royalement obstruée. Alors vous opposez pas au renouvellement de ces concessions, vous opposez au fait que la servitude qui passe devant cette propriété ne soit pas mise en place. Ça, c'est la première raison, mais il y en a une autre à éclaircir parce que selon la loi, les concessions ne peuvent pas être renouvelées en dehors de 80 ans. Et ici, le renouvellement excéderait largement les 80 ans. Actuellement, le canton, la commune et les propriétaires de cette villa se renvoient la balle, chacun disant que c'est à l'autre de régler cette situation. Oui, c'est magnifique parce qu'avec ces articles de presse suite à notre communiqué, on a obtenu des confirmations d'abord du côté de Grand-sur-Céligny où le syndic dit que c'est le canton qui doit s'occuper des concessions et des servitudes. Et du côté Nyon, c'est Madame Frémaux-Canton qui dit il ne faut pas toucher les zones sensibles, c'est le canton qui doit faire une planification générale. Mais elle devrait savoir qu'il y a un plan directeur des rives qui existe depuis environ 2000, qui classe très clairement les réserves naturelles, et Tatiana ne fait pas partie d'une zone classée comme réserve naturelle. Alors ici, on n'est pas devant la Villa Tatiana, on est à Mi, sur la plage, où la situation finalement est pareille que devant la Villa Tatiana. Elle est presque pire, parce que ce mur qu'on voit ici au fond, jusqu'à l'autre bout de la commune, il y a une quinzaine de propriétés qui sont tous grevées d'une servitude de passage public à pied. Et le propriétaire à l'extrémité a demandé aussi un renouvellement. On a aussi fait recours au tribunal cantonal qui nous a refusé le droit de recours, ce qui est ridicule parce qu'on rouspète parce que les lois ne sont pas respectées, et on a fait maintenant recours au tribunal fédéral. Alors l'association Rives Publiques est connue pour ses recours. Où en êtes-vous actuellement? Quelle est la situation de cet accès au lac pour les cheminements piétonniers? Mais on attend ce jugement du tribunal fédéral, peut-être pour le deuxième cas Bertarelli éventuellement. Et suite à ça, si on obtient le droit de recours, on peut avancer. Mais entre-temps, on est en train de préparer une initiative populaire cantonale, genevois et vaudois, où on demande, pour ainsi dire, que les rives soient publiques comme les forêts, ce qui est ancré dans la Constitution fédérale. En gros, vous voulez une jurisprudence pour pouvoir ouvrir en force tous ces accès aux rives du lac. Avec le droit de recours pour le canton de Vaud, on pourrait éventuellement ouvrir les rives sans faire une initiative. Les habitants de Vinzelles et des communes avoisinantes ont découvert le week-end dernier le projet de géothermie de moyenne profondeur sur le territoire de Vinzelles, un projet qui sera mis à l'enquête publique cet automne. On en parle avec Daniel Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Energeos, de la société qui est en charge de l'exploitation. Alors, je vous propose de commencer par le commencement et nous expliquer ce qu'est la géothermie de moyenne profondeur. Alors, la géothermie de moyenne profondeur est une, je dirais que c'est une technique qu'on utilise justement à moyenne profondeur. Dans notre cas, c'est environ 2000 mètres. Et on fait d'abord un forage dans le sous-sol pour aller prélever une ressource qui se trouve dans une couche géologique qu'on appelle un aquifère, qu'on achemine en surface, et après cette ressource passe dans un échangeur. Donc on transmet les calories au travers d'un circuit secondaire qui va acheminer, cette chaleur va être acheminée vers les clients. Et puis bien entendu, une fois que la ressource primaire qui arrive en surface, la ressource a été transmise, eh bien, elle est réinjectée directement dans l'aquifère primaire. Voilà, on a pu voir d'ailleurs effectivement des images pour illustrer vos propos. Il faut préciser que c'est lié à la stratégie énergétique du canton, mais aussi de la Confédération. Et vous me disiez, la région est particulièrement propice à ce type de forage.
Oui, alors justement, pour l'expliquer, je vous ai amené devant moi deux éponges, parce que c'est vrai qu'on va rechercher cette ressource dans une couche géologique, ce n'est pas un lac souterrain. Et la particularité de la région, c'est que la région, elle est faillée. Donc, si on prend ces deux éponges, il y a une éponge qui est dense et puis une éponge qui est bien entendu, comme vous le voyez, avec des trous. Si on met ces éponges dans une bassine, on ne voit pas l'eau. Mais dans cette éponge-là, il y aura bien entendu plus d'eau que dans celle-ci. Donc nous, tout l'enjeu est de déterminer quel type d'éponge on aura. Bien entendu, on vise que ce soit ce type d'éponge-là qui soit notre aquifère, mais on ne connaît pas, bien entendu, la qualité des failles qui sont présentes dans cet aquifère, raison pour laquelle c'est un peu pour l'instant prématuré de déterminer le débit exact qu'on va pouvoir soutirer de cet aquifère. Oui, effectivement, il est encore trop tôt. Je le disais, c'était le week-end dernier où vous avez fait cette séance d'information pour la population. Dès qu'on parle de forage, vous en êtes bien conscient, c'est quelque chose qui peut faire peur à la population. Il y a eu des cas où on a vu qu'il y avait des conséquences de ces forages. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous garantir que les risques sont limités ? Alors, tout d'abord, on parle de géothermie de moyenne profondeur. Peut-être par opposition à la géothermie profonde, on a tous en tête le cas de Bâle. Oui. À Bâle, on était dans la géothermie profonde, à 5 km. Nous, on est à environ 2 fois moins. Donc, ça veut dire que les pressions en jeu aussi dans l'aquifère, proprement dit, sont aussi 2 fois moindres. Donc ça, c'est déjà une première explication qui montre qu'on est déjà plutôt du côté sécuritaire. Deuxième argument par rapport à ce que vous me dites, c'est également la particularité que la région, elle est faillée, donc on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle la fracturation hydraulique qui a été faite notamment à Bâle, pour justement créer une éponge avec beaucoup plus de trous ou avoir un réseau qui soit beaucoup plus important. On a injecté de l'eau sous pression encore à 5 km de profondeur, donc ça aussi, c'est complètement différent. Puis je dirais, troisième argument, la région elle-même, en sismicité naturelle, elle est complètement différente de celle de Bâle, par exemple. On n'a pas une activité sismique qui est très intense sur la région. Dans le cas de ces forages, on parle d'un forage de quel diamètre ? Alors, le forage va se réaliser en 4 sections. C'est comme si vous avez une longue vue qu'on déroule. Le diamètre initial est environ de 60 cm et au final, on a un trou nu d'environ 20 cm. Alors l'objectif, c'est de pouvoir obtenir l'autorisation de forage qui pourrait débuter vers 2020 et atteindre, on l'a dit, une profondeur de 2200 mètres. Au final, ça change quoi pour monsieur, madame, tout le monde dans quelques années ? Alors ça change que monsieur, madame, tout le monde de la région sera alimenté avec une ressource qui est locale. Et ça, indépendamment du temps qu'il fait dehors et 24 heures sur 24. Si je me réfère peut-être à l'actualité directe qu'on a entendue aujourd'hui, mais c'est vrai que la production d'énergie locale n'est en tout cas pas tributaire des décisions d'un président des États-Unis qui fait avoir comme répercussion un prix du baril qui augmente. Voilà, l'aspect local. Et puis par contre, alors vous me disiez aussi pour forer le sol, alors il n'y a pas d'entreprises suisses qui peuvent le faire, il y aura forcément un appel d'offres international. Exact. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va recevoir une autorisation sous condition, étant donné qu'on ne connaît pas encore le foreur, donc la foreuse exacte. Mais le fait d'obtenir cette autorisation courant de cet automne, qu'on espère, c'est vrai que ça va nous permettre de partir à la recherche d'un foreur. Voilà, mise à l'enquête publique, on le rappelle, cet automne, justement, en vue de ce forage. Daniel Clément, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Jeudi dernier, le conseil communal de Gland acceptait le crédit d'études pour l'agrandissement et la relocalisation de la déchetterie. Un postulat demande par ailleurs aux élus de définir, je cite, une politique communale en matière de gestion des déchets. Florian Cavalleri. Ça fait quelques années déjà en fait qu'on est sur ce projet. Le conseil était bien sûr bien avisé de ce qu'on voulait faire. Donc quelque part c'est pas une surprise, mais c'est très plaisant. On va maintenant pouvoir aller de l'avant avec cette étude et puis arriver, j'espère en fin d'année, avec un projet vraiment ficelé de réalisation pour cette nouvelle déchetterie. On espère commencer les travaux donc au mois de mars 2019 pour arriver avec une nouvelle déchetterie début 2020 environ. Vous étiez le rapporteur de la commission qui s'est chargé
chargé d'étudier ce préavis concernant le crédit d'études de la future relocalisation de la déchetterie à Gland. Quelles sont les conclusions de votre commission? Nous avons siégé et effectivement, nous avons avisé favorablement pour la réalisation de cette nouvelle déchetterie et de sa relocalisation. Naturellement, cette réalisation soulève un certain nombre de questions. Il y a premièrement son accès, sa circulation qui semble être un point qu'il faudrait regarder en détail. Il y a aussi la volonté de créer une zone de rencontre et d'échange, de fraternisation comme indiqué par la Commission. Et la question se pose, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Nous aimerions que la municipalité y regarde en profondeur. Vous avez fait partie de la commission chargée d'étudier ce projet de relocalisation de la déchetterie, mais pourtant vous ne l'avez pas signé. Pourquoi? Alors j'ai pas signé le rapport sur le projet de déplacement de la déchetterie parce que je pense qu'un tel déplacement doit s'inscrire dans une politique globale de gestion des déchets et que ça ne peut pas être juste un élément isolé et qu'on doit réfléchir de manière plus large que cet élément-là uniquement. Vous êtes revenu avec un postulat qui demande justement d'avoir une étude sur un plan déchets à Gland. Alors le postulat déposé demande effectivement une vision générale, globale, peut-être de changer un peu de paradigme avec aujourd'hui une sorte de pèlerinage de tous les Glandois à la déchetterie et notamment le samedi, en ayant une approche plus décentralisée qui permettrait aux gens de pouvoir apporter leurs déchets plus proches de chez eux et de moins utiliser leurs véhicules et voilà, peut-être faire des choses différemment. Naturellement, suite à la remarque de la municipalité de s'interroger sur la cogestion, je suis content que le postulat de M. Froidevaux, qui n'a pas avisé favorablement à notre rapport, soit passé parce qu'en fait, si les vœux ne peuvent pas être répondus, les postulats le seront. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quelque part. On va prendre ce postulat, on va lui donner la réponse adéquate et puis la discussion sera ouverte ensuite quand on aura rendu cette réponse. Les jeunes UDC vaudois organisaient vendredi à Montely leur Landsgemeinde de refondation. Pour revenir sur cet événement, on a le plaisir d'accueillir Marco Carenza. Bonjour. Bonjour. Conseiller communal UDC à Nyon et président de ce même conseil. Alors Landsgemeinde, on va rappeler que c'est une institution de notre démocratie directe, encore en vigueur dans 2 cantons, Appenzellrode intérieur et Glaris. Là, cet événement, c'était donc une Landsgemeinde de refondation. Refondation de quoi? Donc il s'agissait d'une assemblée nommée Landsgemeinde justement en hommage à notre démocratie semi-directe. Et cette assemblée avait pour but de réaffirmer, de renouveler un certain nombre de lignes directrices pour les jeunes UDC Vaud. Est-ce que ça veut dire pour autant que du coup, on s'est peut-être perdu dans cette ligne directrice? Non, je pense qu'il est bon pour tout parti, surtout pour les partis de jeunes, de réaffirmer leur position par rapport au reste du schéma politique et par rapport à la section mère du parti. En l'occurrence, il s'agissait notamment de valoriser l'engagement des personnes actives pour que ces personnes actives aient une plus-value grâce à leur engagement au sein du parti. Est-ce que c'était une manière aussi peut-être pour on vu des aînés de leur faire comprendre qu'il y a une différence entre les jeunes et les plus vieux? Alors, il s'agissait aussi, et ça c'est le deuxième point qui a été voté, il s'agissait de faire comprendre aux aînés qu'ils doivent promouvoir la relève. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie de relève au sein du parti et les aînés doivent préparer entre guillemets le terrain pour les plus jeunes parce qu'il y a de jeunes UDC très engagés, très motivés qui sont prêts à assumer des responsabilités. Parmi ces aînés, il y avait 3 orateurs qui étaient présents durant cet événement, Christine Bussa, Kevin Grongier ou encore Oscar Freisinger. Ce n'est pas forcément les plus tendres que vous avez invités. Est-ce que ça signifie que les jeunes UDC vaudois se profilent sur une ligne particulièrement dure de l'UDC? Non, je ne pense pas. Nos positions sont à peu près les mêmes que celles de la section mère, mais on va dire on a peut-être un style un peu plus marqué qui parle peut-être un peu plus aux jeunes. Donc vous reconnaissez plus dans un style d'Oscar Freisinger qu'un Parmelin, par exemple?
Je pense que Parmelin aussi, il est très bien, mais disons que des personnalités comme Oskar Freisinger ont un certain talent pour communiquer de manière extrêmement efficace. Et je pense que pour attirer des jeunes, il faut aussi avoir cette capacité à mobiliser rapidement, à faire passer de manière très efficace nos positions. Vous savez ce qu'on dit, hein, Marco Carenza, à 20 ans on est de gauche, à 40 ans on est de droite. Si, aussi jeune que ça, à l'UDC, on a des positions aussi fermes, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans ? Je ne sais pas, mais bon, on va dire que c'est déjà bien parti. Après, de toute manière, quand on s'engage dans un parti, il faut aussi se dire qu'on n'est peut-être pas forcément d'accord avec toutes les positions. Pour ça, il faudrait peut-être fonder soi-même un parti dont de toute manière on évolue par rapport à certaines choses. Pour qu'on puisse avoir une idée un peu sur des positions de société, alors on précisera que ce sont vos positions, mais prenons le cas par exemple de la famille. On sait que c'est une question qui a été posée au sein de l'UDC. Dans votre vision de la société, quelle est la place de la famille et quelle est la place de la femme au sein de la cellule familiale ? Alors en ce qui concerne la famille, elle est vraiment c'est le noyau de la société, on va dire. Donc elle doit être protégée, elle doit avoir certains avantages. Mais maintenant, en ce qui concerne l'homme et la femme, ils n'ont pas vraiment de place attribuée et c'est leur liberté. Et bien sûr, pour que cette liberté puisse être effective, il faut assurer l'égalité entre l'homme et la femme, donc ça passe par l'égalité salariale. Une des propositions des jeunes UDC, ce serait aussi d'avoir une égalité au niveau des devoirs, par exemple étendre l'obligation de service, donc soit le service militaire, soit le service civil pour les femmes. Voilà. Universel. Exactement. Oui. La femme n'est pas forcément celle qui doit rester à la maison et s'occuper des enfants. Non, du tout. Autre sujet, alors au vu de ce que vous me dites, on a la réponse, je suppose, en tout cas on l'aura compris, la question de l'adoption par les couples de même sexe, par exemple, ou le mariage entre personnes de même sexe, c'est quelque chose qui n'entre pas dans votre vision de la société ? Non, écoutez, alors les personnes de même sexe ont le partenariat enregistré qui leur accorde des droits quasi équivalents à ceux du mariage. On pourrait appeler ça aussi mariage si on veut. Maintenant, effectivement, personnellement, j'aurais quelques réserves par rapport à l'adoption pour les couples de même sexe. C'est pour ça que c'est peut-être bien de maintenir une distinction entre le mariage qui, on va dire, permet l'adoption et le partenariat enregistré qui ne le permet pas pour les conjoints. Vous nous parliez d'égalité homme-femme. Est-ce que l'égalité va jusqu'à instaurer, par exemple, un congé paternité ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une très bonne idée. Notre société évolue aussi sur ce plan-là. On l'a vu, ce n'est pas forcément madame qui reste à la maison et monsieur qui travaille, donc c'est très bien aussi s'il y a un congé paternité. Ce que vous nous dites en fait en tant que jeune UDC, c'est qu'on peut être jeune et en même temps être très attaché aux valeurs, être très conservateur aussi. C'est pas antinomique. Non, c'est pas antinomique. Ça fait partie de notre attachement à la Suisse, à notre attachement à certaines valeurs qui on va dire, sont intangibles, qui traversent les générations. Donc non, ce n'est pas antinomique. Marco Carenza, merci beaucoup et à bientôt. Je vous remercie. Ces nouveaux concepts de jeu font fureur. La ville de Nyon propose désormais son escape room dans les prisons du château. Objectif, prouver son innocence et échapper à la fée verte. André Abrace-Lepeau, Florian Cavalleri. Alors, le but d'une escape room, c'est un jeu qui est assez fréquent actuellement. Donc, le but, c'est d'enfermer les gens dans une pièce pendant généralement 1 heure. Et puis, grâce à des énigmes, ils doivent essayer d'en sortir. Et puis, voilà, ils doivent un peu découvrir ce qui s'est passé, voilà. Vous êtes la conceptrice de Crime d'absinthe, celle qui a lieu ici au château de Nyon. Quelle est la particularité de cette escape room ? Alors la particularité de cette escape room, c'est vraiment le fait d'avoir envie de faire quelque chose dans le musée de Nyon, donc qui parle de Nyon, qui parle de l'histoire de Nyon. Donc je me suis inspirée de faits réels qui sont vraiment passés ici à Nyon. Et le but était vraiment de faire un petit peu une ambiance, donc ça se passe en 1906, et vraiment d'amener un petit peu les événements qui se sont passés en 1906. Si l'escape room s'appelle Crime d'absinthe, c'est que c'était tout ce contexte d'interdiction d'absinthe, de crimes qui se faisaient sous la folie de l'alcool, etc. Et du coup, c'était un petit peu pour expliquer ce qui s'était réellement passé à cette époque et puis donner un petit aperçu historique tout en faisant quelque chose de ludique. Les gens auront 1 heure pour s'échapper ici de cette cellule, de ces prisons. Vous, combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour mettre au point cette escape room ? Alors, le projet a démarré au mois de janvier de cette année et ça a pris plus de temps que ce que je pensais parce qu'il y avait toute la recherche historique aussi derrière à mettre en place. Je pense que ça a bien pris 3 mois, 2-3 mois, disons 2 mois à temps plein pour la conceptualiser.
On a vu à Nyon, il y a une réelle demande de la part des citoyens, notamment dans le groupe Facebook T de Nyon aussi, que les citoyens voulaient une escape room à Nyon. Comment est-ce que vous expliquez le succès des escape rooms en général ? Alors, je pense que ça répond à une demande. Il y a peu d'offres, en fait, pour le public jeunes adultes. C'est un jeu qui est très, quand même très intellectuellement très intéressant, d'essayer de comprendre, de résoudre des énigmes. Il y a le fait qu'on participe, on est en groupe, on est entre amis, et puis en général, on rigole aussi beaucoup. Et du coup, je pense que ça répond à une demande de la part du public jeunes adultes, quelque chose qui soit un petit peu ludique et à la fois intellectuel. Qu'est-ce qui fait justement une bonne escape room ? Alors pour moi, c'est un peu... Alors moi, ça dépend un petit peu des gens. Moi, j'aime bien tout ce qui est scénario. C'est pour ça que j'ai fait un scénario assez complexe. Mais du coup, ça dépend. Ça peut être aussi le fait de résoudre des énigmes et puis d'arriver au bout, d'avoir un petit peu ce challenge. Est-ce qu'on va réussir ou pas à sortir de la pièce en 1 heure ? Et maintenant, si on veut s'inscrire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Où est-ce qu'on doit aller ? Alors, pour les inscriptions, le mieux, ce qu'il faut, c'est de passer par le site internet. Donc, c'est d'écrire un mail et de remplir le formulaire qui est adapté, qui est sur le site pour pouvoir justement réserver une date, parce qu'on a pas mal de demandes. Et du coup, c'est pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu efficace et de pouvoir répondre un maximum à tout le monde. Katharina Martini, merci pour ces précisions. Et donc, à la maison, sur le site internet Château de Nyon, toutes les informations et les inscriptions vous attendent. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre le débat pour ou contre la loi sur les jeux d'argent en votation le 10 juin. Et merci pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur NRTV.